Bonjour, Monsieur Zavriev. Ici, c'est Noémie Mercier, journaliste chez Nouveau Info. J'ai tenté de vous joindre à plusieurs reprises concernant un documentaire qu'on prépare sur la situation du logement, de l'immobilier au Québec et notamment sur la résidence Mont-Carmel. Les locataires de la résidence privée pour aînés se battent depuis maintenant 1 an contre le nouveau propriétaire. C'est une maison qui avait des services. Il faut voir l'état de la maison actuellement qui est dans un état de destruction. Leur nouveau propriétaire, lui, il veut se graisser la patte. J'aimerais beaucoup qu'on puisse organiser une entrevue avec vous pour entendre votre point de vue. Le nouveau propriétaire, un certain Henri Zavriev, m'a dit qu'il n'avait pas le choix finalement de prendre cette décision-là. Donc, rappelez-moi et on trouvera le meilleur moment puis les meilleures conditions possibles pour faire cette entrevue. Alors, à bientôt. Au plaisir de vous parler. Vous aviez décidé de partir en guerre, David contre Goliath. Comment décrire l'année que vous avez passée, Madame Loisel? Ah, ma chère amie, c'est une année extrêmement difficile. L'impact d'un avis d'éviction sur 180 personnes âgées, dont la moyenne d'âge est au-delà de 75 ans. Ça a été un choc brutal. Je nous vois encore le 31 janvier recevoir l'avis d'éviction. Ça a été comme un choc électrique. Moi, j'ai dit, écoutez, là, les huissiers, je n'aime pas ça, recevoir un huissier à ma porte. Ah, il dit, vous avez bien raison, madame, je serai aussi comme vous. Le 20 décembre, j'ai fait un AVC. Et le 31 janvier, ça frappe à la porte le matin. Je sortais de l'hôpital. C'est évident que pour moi, me retrouver dans ce contexte-là, c'était un peu spécial et j'avais aucune idée de ce que ça pouvait signifier. Tous les résidents ont pris connaissance de cet avis d'éviction. Qui disait quoi? Que nous avions jusqu'au 31 juillet et qu'après ça, ce ne serait plus une RPA, ça deviendrait une résidence multigénérationnelle. Ce qui vous habite à ce moment-là comme sentiment, comme émotion, c'est quoi? Une colère d'abord, de l'impression de ressentir une forme de mépris là, inacceptable. Puis il faut se défendre. C'était évident tout de suite? Ah, c'était évident. Moi, Puis on s'est retrouvés, là, le comité des résidents, dans les heures qui ont suivi. Nous avions dans la salle ici des gens qui pleuraient, qui disaient, mais je vais retourner dans la rue. Je ne peux plus me payer de logement ailleurs. J'ai personne pour m'aider à déménager ou trouver quelque chose ailleurs. Bien là, tu respires par le nez, tu prends 2 cafés, peut-être 3 ce matin-là. Puis l'après-midi, non, ça passe pas, ça. Aussitôt, un comité de 7 résidents se met en branle et décide de mener la résistance. Qu'est-ce que c'est, cette histoire d'évincé? Une madame qui a 99 ans, puis l'autre qui en a 92, puis l'autre qui est en chaise roulante. D'autant plus que le 14 janvier, nous avions reçu une lettre du propriétaire disant qu'il était content de nous avoir comme locataires et puis que ça demeurerait une RPA puis qu'il nous donnerait des services. Donc, on ne comprenait pas cet avis d'éviction. Il y a même une personne qui a fait une crise cardiaque sur le coup. Elle a fait une crise cardiaque? Oui, oui. Il y a 2 personnes qui sont décédées rapidement après l'avis d'éviction. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, ça passe pas. Non, non. On fait quoi? On s'organise. Pour le droit à la dignité, pour le droit au logement, fini les évictions illégales. Les aînés sont plus capables. On s'est rencontrés l'après-midi, puis là, moi, j'ai dit, il faut écrire une lettre ouverte dans les médias. Mais il faut rendre ça public, il faut sensibiliser les médias, il faut sensibiliser les décideurs. Et je me vois encore le soir, à l'ordi, à Kachik, envoie ça, corriger. Tout de suite, c'est sorti sur la place publique. Le 4 février, nous avions une conférence de presse devant l'établissement ici. Et ça illustre déjà toute la solidarité
et qui s'est manifesté dès le départ par rapport à ça et qui donnait le signal que notre cause était juste et qu'il fallait mener le combat pour défendre nos droits. Les résidents ont le choix. Partir au plus tard le 31 juillet 2022 ou rester et payer 3 % plus cher de loyer tout en perdant les services adaptés aux aînés, comme l'infirmière sur place, le système d'appel d'urgence dans les appartements, la sécurité à l'entrée et les espaces de loisirs. Ça se voit beaucoup, des conversions de RPA en immeubles locatifs? Ce qu'on entend parler dans les journaux, c'est les cas les plus spectaculaires. Mont-Carmel, Seigneurie Salaberry ou d'autres, de plusieurs centaines de locataires. Mais dans les petites municipalités du Québec, il y a beaucoup de RPA qui ont changé de vocation à tout simplement un logement locatif. Et ça, c'est permis, c'est légal. C'est une zone grise. Ça n'avait pas été prévu par le législateur. C'est une brèche dans la loi. Et les propriétaires s'engouffrent dans cette brèche-là pour réaliser leur profit. Qui est Henri Zavriev? Qu'est-ce qu'on sait de son parcours, de ses origines? On sait donc qu'il a 28 ans, qu'il est arrivé à Montréal lorsqu'il avait à peu près 18 ans, qu'il a enchaîné les petits boulots. Il est venu pour étudier à l'Université Concordia. Il était avant ça à Boston. C'est un peu une success story. Il achète sa première propriété, qui est une maison de chambre sur la rue Saint-André, en 2017. Et 2 ans plus tard, il la revend et il fait au-dessus de 500 000 $ de profit avec ça. $1 demi-million sur sa première transaction immobilière. Donc, c'était vraiment le coup d'envoi du reste de ses transactions. Et puis, le début de son modèle d'affaires. La majorité des propriétés qui ont été achetées, c'est des propriétés qui sont un peu laissées à l'abandon, qui ont vraiment besoin d'amour, qui abritent des personnes vulnérables. Donc, ça peut être des résidences pour personnes âgées, ça, on l'a vu. Ça peut être aussi donc des maisons de chambre ou carrément des immeubles qui ont vraiment, vraiment besoin d'être retapés. Et à partir de ce moment-là, lui, il va faire ses rénovations. Puis, soit il va revendre l'immeuble au complet, soit il va mettre, via sa compagnie de gestion immobilière, l'Eyad Immobilier, en location. Ce que je peux dire d'Henri Zavriev, c'est qu'il a trouvé une recette pour faire beaucoup d'argent rapidement. Il cible les résidences pour aînés qui ont des logements inoccupés. Et ensuite, lorsqu'il prend possession de l'immeuble, il envoie immédiatement un avis à ses locataires disant qu'il va changer l'affectation. Il va fermer des salles de rencontre, il va enlever les services donnés dans l'immeuble, il va rendre la vie des locataires infernale. Et là, le locataire dit « Ah, je vais partir, je m'en vais, là, je me bats pas comme ça. » Sauf qu'à Mont-Carmel, je pense qu'il ne savait pas à qui il avait affaire. On a d'abord perdu des colocataires. Beaucoup de gens ont préféré partir plutôt que d'accepter l'offre du nouveau propriétaire. En 6 mois, l'immeuble s'est vidé de presque la moitié de ses résidents. Donc, à partir du 1er août, ça s'est dégradé encore plus. Ah là, c'est la catastrophe. Le 1er août, dans les heures qui ont suivi, c'était de déconstruire. La première chose qu'il a fait, c'est de s'attaquer aux espaces communs. Oh là là! Le salon de l'amitié où on avait la possibilité de se réunir, où il y avait la salle de billard, la célébration de la messe. C'était l'espace de la chapelle. Ils ont tout vidé. Et tous les autres espaces communs, la salle des casse-têtes, on les a pognés dans l'ascenseur avec des boîtes de casse-têtes. Ils ont tout vidé ça, tous les morceaux par terre dans l'ascenseur. Ça, c'est tous les fauteuils qui étaient sur les étages, les 15 étages. Devant les ascenseurs. Oui. Et on a eu une bonne intuition de sauver les chaises. Le nouveau propriétaire veut retaper les lieux, il peut bien changer les tapis, il peut bien rénover certaines salles. On conteste pas qu'il met des nouveaux tapis puis qu'il peinture. Moi, je pense que ça avait besoin d'être rafraîchi. Mais le problème, c'est de maintenir les espaces communs fermés. C'est de couper la socialisation, c'est d'isoler les gens. On n'a plus la liberté de mouvement qu'on avait. C'est toute la vie qui a été modifiée.
Moi, je me promenais dans la maison ici, quelle que soit l'heure, je me sentais chez moi. Tandis que là, le seul endroit où je suis chez moi, c'est mon appartement. Il y a 2 chaînes en arrière. En plus, elle est barrée, là. Ils ont mis des chaînes pour être sûrs qu'on fait rien, mais ils font aucun travaux. Il n'y a rien, là. C'est cette salle-là qui nous a permis de faire des liens, de rencontrer des gens qu'on n'avait jamais rencontrés auparavant. Elle nous enlève le cœur, en fait. En principe, vers 1h30, si je ne me trompe pas. Il devait avoir un film ici. Il va y avoir une projection d'un film pour tout le monde qui voulait aller à la résidence. C'est moi qui est en charge. De choisir les films, moi, ça me fait plaisir parce que partager, que ce soit un repas ou un cinéma, ça se ressemble un peu. Vous aimez le cinéma, mais vous pourriez le regarder à la maison. Mais vous avez choisi d'aller plus loin puis de partager avec les autres. Oui. Pourquoi? Parce que j'aime les gens aussi. C'est comme une famille. Si ça fait du bien à moi, ça peut faire du bien aux autres aussi. Ça, c'était un chef-d'œuvre. C'est incroyable. Ça dure 3 heures, mais c'est tellement... Qu'est-ce qui vous manque depuis que vous pouvez plus faire la projection de cinéma en groupe? Ben, les contacts humains aussi, vous savez. Ça nous prive. C'est comme si on serait en deuil. J'essaie de survivre. Jésus, le fruit de vos entrailles est béni de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous La êtes foi, bénie entre toutes les femmes. ça nous tient sur nous autres. Pourquoi une messe ici? Pour que la foi reste au moins dans la bâtisse. Je vous salue Marie, pleine de Comme on est âgé, à l'ailleurs, c'est notre affaire. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles. Ah, il dit, on va faire le ménage, mais on ne touche pas à ça, on ne fait rien. Alors, j'arrive le lendemain après-midi, il y avait tout défait. Sans en parler. Ils font tout ça sans en parler. Mais ça vous a fait de la peine, j'imagine, de voir ça, là. Quand tu as une croyance et puis tu es bien jeune, tu vois ça, c'est ancré dans toi. Et puis quand tu vois ça, là, ça fait une peine, ça fait quelque chose comme s'il détruirait ta vie. J'aime ça, mon Carmel. Je suis déçu de voir tout ce qui arrive, bien déçu. Pas que moi, là, beaucoup de monde. Puis tous les gens que je connaissais qui étaient amis ici, qu'on faisait ensemble, sont tous partis. Au mois de mai, les infirmiers et infirmières ont eu l'ordre qu'ils ne devaient plus monter aux étages pour rendre des services, qu'on ne pouvait plus se présenter au bureau pour prendre l'attention. Chose qui se faisait avant. Oui, d'interdire les infirmiers et infirmières de monter à l'étage. Mais à un moment donné, t'en as besoin. Bonjour, Louise. Bonjour. Salut à toi. Est-ce que ça a été contrôlé dernièrement, ta tension? Je l'ai pris une journée cette semaine, je pense qu'elle était 129, quelque chose. Ah oui. L'infirmière de la résidence, c'est presque devenu Marie-Paul. C'est elle que j'ai dû appeler. Dans la nuit, j'étais par terre. Tu étais par terre? Moi, une fois par terre. Je me sentais, j'avais un gros vertige. Et je me sentais, au lieu de perdre connaissance, je me suis assise, puis là, je me suis traînée jusqu'au téléphone. Puis j'ai pu l'appeler. OK, 134 sur 80. Au moins, t'as pas d'inquiétude pour ça, là. Donc, c'est sécurisant d'avoir ces liens avec d'autres résidents. Si j'avais pas ça, là, je m'en irais dans un CHSLD. Ouais, tu dis, en fait, c'est que l'ambiance n'est plus la même, hein, là? Non. Qu'est-ce que tu remarques comme différence? Ah, ben mon dos, c'est le jour et la nuit, hein. Il y en a plus d'ambiance, là. Madame Do! Bonjour! C'est beau chez vous! Oh mon Dieu! Vous êtes pas difficile? J'étais justement après faire mon époussetage. Ah, c'est bien. J'avais empli en bas parce qu'il y a toujours une infirmière en bas, hein? Oui. Même maintenant, il y en a, hein? Oui. Et puis,
Non, elle s'occupait pas de ça. J'étais tellement pleine de vomi, là. Le lit, premièrement, la jaquette. J'aurais pu m'étouffer avec mon vomi puis mourir, là. Ouais. Ils feront rien, ils viendront même pas voir, là. Ça, c'est depuis la nouvelle direction, hein, que ça se passe, ça? Oui. C'est des grossiers personnages qui n'ont aucun sens de l'être humain. C'est la seule réalité qu'ils semblent valoriser, c'est l'argent. Ouais. Puis compte tenu que nous autres, on était un peu des empêcheurs de tourner en rond, on fait partie des obstacles à enlever. Ils ne pouvaient pas s'imaginer que des gens comme nous autres, on puisse manifester une résistance aussi tenace. Moi, je trouve que c'est une forme de mépris, mais de mépris systématique. Parce que l'objectif, c'est que ça soit plus une RPA, puis on va-tu s'en aller? Il va-tu assez nous écœurer pour dire? Mais nous autres, on lui dit, tu nous écœures assez qu'on va te traîner en cours le plus efficacement possible. Moi, je souhaite qu'il aille en prison, ce gars-là. Est-ce que vous trouvez la bravoure de vous opposer à quelqu'un comme ça? On se connaissait parce qu'on s'était rencontrés sur le terrain de la lutte. Ça a été ça, notre vie, de se battre. Dans le comité se sont retrouvés des militants chevronnés, 6 femmes et un homme qui ont passé leur vie à lutter pour la justice sociale. Quelques-unes sont des religieuses, membres des Sœurs auxiliatrices, une congrégation ouvertement féministe et engagée. Dans toute lutte, il y a des hauts puis des bas. Juste de tenir ici la réunion, malgré que le salon de l'amitié est fermé, qu'on s'y réunisse en si grand nombre, je dirais ça, c'est une grande victoire où on tient tête aux proprios. J'ai travaillé toute ma vie avec les gens marginalisés, les plus pauvres de notre société, les personnes assistées sociales, parce qu'ici, il y a une population dans la maison qui vivent pauvrement, qui ont seulement leur pension de vieillesse. Donc, c'est un devoir de solidarité. C'est mobilisateur. On rencontre d'autres mondes, on a un réseau de solidarité. Ça m'a donné de l'adrénaline en plus. J'ai l'impression que ça m'a rajeuni 10 ans. On ne peut pas se désengager d'une situation d'injustice. Il faut aller jusqu'au bout. Un propriétaire ne peut évincer ses locataires que pour certaines raisons bien précises. S'il souhaite reprendre le logement pour y habiter ou y loger sa famille, ou s'il veut le subdiviser, l'agrandir ou en changer l'affectation. C'est ça le motif qu'Henri Zavriev a invoqué. Mais les résidents ont trouvé des arguments pour s'y opposer. Ils poursuivent le proprio devant la Cour supérieure du Québec. Quand il a acheté la résidence ici, dans l'acte de vente qu'il a signé, il y avait une clause où il s'engageait à ce que ça reste une RPA. Ben, c'est là-dessus qu'on se bat. C'est ça qui est notre os à ronger. Il y avait une signature en bonne et due forme. L'acte notarié clause 7, il s'engage, c'est tel quel. Les loyers privés sont pas abordables. Les aînés sont plus capables. Pour financer leur combat en justice, les résidents ont organisé une levée de fonds qui leur permettra de recueillir plus de 100 000 $. De vous voir ici ce matin. Bien, on ne serait pas ici et on n'aurait pas amorcé cette lutte-là si on n'avait pas confiance qu'on pouvait la gagner. On fait face à un propriétaire véreux, vorace, aucun respect des personnes âgées. Il est au-dessus des lois. Il a détruit tous les espaces communs, la salle communautaire, les espaces de loisirs. Ceci dit, on est mobilisé.
On est plus de 60 inscrits dans le recours judiciaire. En plus des personnes qui n'ont pas la capacité, mais qui nous appuient. La justice, c'est pas vite, mais ça avance. Merci tout le monde. La bataille judiciaire est loin d'être terminée. Il faudra encore des mois avant que la question de l'acte de vente soit tranchée. Mais les aînés peuvent pousser un soupir de soulagement. En attendant la suite des procédures, le tribunal oblige le propriétaire à maintenir la RPA dans l'immeuble. C'est ce qu'on appelle une ordonnance de sauvegarde. Qu'est-ce qui advient de l'ordonnance? Il y a une ordonnance de sauvegarde qui a été rendue le 26 juillet. Cette ordonnance-là a été renouvelée pour 6 mois. Pour le moment, la résidence Mont-Carmel est protégée, du moins sur papier. It's very simple to say that a building full of vulnerable old people are getting thrown onto the street, and this young capitalist landlord is taking advantage of them to make a lot of money. J'ai tenté plusieurs fois d'entrer en contact avec Henri Zavriev pour l'inviter à m'exposer son point de vue à la caméra. J'ai appelé, j'ai écrit à lui, à son avocate, à son relationniste. Pas de réponse. De 2017 à 2022, Henri Zavriev a fait l'acquisition d'une quarantaine d'immeubles totalisant 1200 logements un peu partout à Montréal. En revendant 12 de ses propriétés plus chères une fois rénovées, il a récolté des gains de 13 millions de dollars. Au fil du temps, il y a vraiment eu des prêts de plus en plus importants. Il a, en mars 2022, souscrit un prêt de 51 millions de dollars pour 4 bâtiments dans l'arrondissement Saint-Laurent. Donc, autant il y a eu des prêteurs privés, il y a aussi des banques. C'est pour ça qu'on peut vraiment parler d'empire aussi, parce que c'est un gros joueur, finalement, dans l'immobilier à travers Montréal et maintenant, visiblement, à travers le Québec. Aux quatre coins de la ville, il y a plusieurs immeubles qui sont en train d'être achetés, rénovés, modernisés par des investisseurs aux poches profondes, ce qui n'est pas toujours une mauvaise chose parce qu'il y a beaucoup de ces immeubles-là qui étaient dans un état de décrépitude, des tours très austères, très banales, mais qui représentent aux yeux des investisseurs un potentiel inexploité, ce qui est un petit peu le cœur du phénomène des rénovictions. Donc, ça veut dire de prendre un immeuble ou un parc d'immeubles assez défraîchis, en mal de rénovation, où les gens paient des loyers souvent très bas, et de faire une rénovation majeure de l'immeuble, des appartements, en vue de fortement augmenter les loyers. Donc là, Montréal est un peu à ce carrefour-là où, pendant des décennies, c'était une ville où l'immobilier était très abordable. On est devenu plutôt une ville chère, où il y a une pénurie de logements, il y a un vif intérêt des investisseurs, il y a une hausse des loyers qui est considérable. Donc, on est rendu là. Alors que je m'apprête à laisser un autre message à Henri Zavriev, surprise, il répond au téléphone et se dit ouvert à me rencontrer. Je ne veux pas que vous fassiez ça sans my input. J'apprécie que vous m'appelez. Oui. Alors, je préfère parler. Mais quelques semaines plus tard, il change d'avis et refuse formellement ma demande d'entrevue. Au total, j'ai tenté à 16 reprises d'obtenir sa version des faits. Son objectif ici, c'est de sortir les locataires, les personnes âgées, et de ramener une nouvelle catégorie de locataires qui sont capables de payer plus cher de loyer. Ça, c'est dans une opération de rentabilisation, de spéculation qui vise à aller chercher des profits rapidement. Et si on regarde le profil de ce propriétaire-là, c'est ça qu'il fait depuis 5 ans. J'ai eu d'autres cas avec ce même propriétaire-là de ce type-là. Les personnes âgées sont désormais minoritaires dans la résidence Mont-Carmel. Le nombre de logements occupés par des aînés est passé de 185 avant l'avis d'éviction à 80. Ceux qui ont déménagé ont été remplacés par d'autres locataires plus jeunes. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. ¿Ça va bien? ¿Cuánto pagan? Depende. Bueno, nosotros pagamos 1,100 entre 3 personas. Es un estudio. Ah, ok. Sí. No es...
No hay cuartos. Ah, OK. Et ce que je trouve déplorable, c'est aussi une population exploitée. D'abord, ils louent ça à un prix très cher et a augmenté ses prix. Donc, les gens qui sont sur l'aide sociale ou au travail minimum sont obligés d'être 3 ou 4 dans le même appartement. ¿Trabajan? No. Non, no, mais non. Non. Comment ils sont payés? No pueden trabajar, ¿no? No tienen permiso. No permiso de trabajo. ¿Y por qué están en Canadá? Pues prácticamente allá por la delincuencia que se organiza en México. Nosotros necesitamos la habitación para no dormir en la calle ni nada de eso, ni pagar un hotel, que es caro el hotel. Ah, ¿qué? Casi no hay. Sí, no hay. O sea, está muy escaso. Ah, ok, casi no hay. Sí, casi no hay para habitación. habitación. ¿Y saben que aquí es una residencia para personas mayores? No. Il n'y a pas d'informations données aux nouveaux locataires. Beaucoup sont ici sans aucun ameublement. Puis s'ils n'ont pas de table, où est-ce que c'est qu'ils vont manger? Sur les balcons communs. Des balcons, d'un lieu commun. Excusez, mais pas supposé manger ici. Manger? Non. Chez vous. Casa? Casa? OK. S'il vous plaît. Parce qu'il n'y a personne qui fait le ménage. Fait que le risque, c'est qu'on devienne impatient avec les nouveaux locataires. Ils sont aussi victimes que nous de cette situation-là. Ils sont utilisés pour nous mettre dehors, pour que nous, on décide de partir. C'est ça, va? Bon. Alors, avez-vous de l'eau? Oui. Nos chers avocats, dès qu'ils ont eu la nouvelle hier que nous n'avions toujours pas d'eau hier matin, ils ont envoyé une mise en demeure immédiatement. On vient de manquer d'eau, là. Pas tout le monde, mais certains appartements, pas d'eau chaude, d'autres pas d'eau froide, d'autres pas d'eau chaude, pas d'eau froide, pas de pression. Ça fait 8 jours. Moi, j'étais un type qui faisait sa douche tous les jours. Puis j'ai été au-dessus d'une semaine sans rentrer. Ça a été... Vous avez été une semaine sans pouvoir prendre votre douche. Prendre une douche avec ce qui coulait, là, ça va me prendre toute la veillée. Moi, je suis pas le genre de type à se plaindre, OK? Tout ce qui se passe ici dans la bâtisse, là, c'est fait parce que le propriétaire veut qu'on parte ou quelque chose semblable à ça. Fait que tout ce qui peut garocher, là, c'est juste de l'achalage. Les résidents font monter la pression judiciaire d'un cran. Ils poursuivent le propriétaire pour outrage au tribunal parce que, selon eux, il n'a pas rétabli tous les services d'une résidence pour aînés malgré l'ordonnance de la Cour qui l'y oblige. Ils lui réclament aussi des dommages-intérêts pour perte de jouissance des lieux, harcèlement et violation de leurs droits fondamentaux. Pourquoi est-ce que c'est devenu nécessaire à vos yeux de se rendre jusqu'à une poursuite en dommages et intérêts alors qu'il y a déjà d'autres recours devant la justice dans le même dossier? Parce que justement, malgré ces recours, rien n'a été corrigé. L'entreprise gère le meuble comme si c'était déjà plus un RPA. Le message qu'on sous-entend, c'est vous êtes plus des membres productifs de la société, vous n'avez plus le droit de rester au centre-ville de Montréal parce que vous rapportez rien. Alors, allez-vous-en. Je me sens isolé ici maintenant. Comme je vous dis, il n'y a plus de service. C'est malheureux parce que ma pièce est très ensoleillée. C'est vraiment... ensuite, la vue est splendide sur le fleuve Saint-Laurent. Mais c'est ça. Moi, je vieillis et je sais que j'ai besoin de services. Donc, c'est pour ça que je m'en vais à la résidence des Tourgoins où il y en a. Nous nous sommes rendus une fois à la salle de l'amitié. Elle était barricadée. On n'avait même pas un petit bout de vitre qu'on pouvait voir la salle. Et là, ça a été terrible. Moi, quand j'ai vu cette salle barricadée, là, je peux pas vous exprimer la sensation que ça fait, là. Écoutez, puis moi, je l'ai dit à ma famille, je voudrais mourir. J'aimerais mieux mourir
que de devoir affronter tout ce que j'ai affronté, là, le déménagement et tout. Alors moi, je voudrais mourir. J'aimerais mieux mourir. Chaque mois, des résidents capitulent et plient bagages. Si l'heure est au désespoir pour plusieurs, les aînés peuvent se tourner vers certains alliés, dont la députée de leur circonscription, Manon Massé. Depuis déjà 1 an, les aînés du Mont-Carmel luttent bec et ongles pour sauver leur maison. Il n'y a pas de protection pour les RPA. Puis là, on a des amis à Québec qui vivent exactement le même sort, avec le même maudit propriétaire. Par rapport aux politiques, le premier objectif, c'est que vous rencontriez les ministres responsables. Oui. A, la ministre des Aînés. B, la ministre de l'Habitation. Si tout de suite elle est ouverte à vous rencontrer, on travaille à vous attacher une rencontre avec elle. Puis si toutefois, non, ça allait pas vite comme ça, moi, je me mets à faire de la pression. 2 mois plus tard, leurs efforts portent fruit. Enfin, une ministre du gouvernement Legault se déplace pour les rencontrer. Bonjour, monsieur. Notre plus cordiale et chaleureuse bienvenue à vous, Madame la ministre. Depuis l'acquisition de la résidence par le roi des rénovictions, nous connaissons une dégradation quotidienne de notre milieu de vie, de notre sécurité. Même si à la réception, il y a une personne, l'entrée de la résidence est une passoire et fait en sorte que des personnes indésirables se retrouvent aux étages. Le 911 est souvent appelé pour ce type de présence, pour des nuisances de bruit, de fêtes nocturnes, etc. La mobilisation que vous avez évoquée, en fait, elle est animée à la fois par la défense de nos droits ici dans cette résidence, mais aussi c'est pour l'ensemble des aînés du Québec et l'ensemble des RPA. On souhaite, comme piste d'avenir, qu'il y ait un changement de législation qui protège ces milieux de vie. Sinon, comme on vient de le vivre, nous sommes à la merci d'un nouveau propriétaire qui a un agenda différent. On apprécie que vous soyez là justement parce que pour ce volet politique, vous êtes le vis-à-vis privilégié. Moi, mon engagement, c'est de voir comment on peut travailler ensemble, essayer de trouver des solutions. C'est ça mon engagement aujourd'hui. Je suis très préoccupée de la situation des RPA au Québec. Depuis les 5 dernières années, c'est près de 400 RPA qui ont fermé. C'est majeur. On va vous revenir pour voir comment on peut formaliser, je dirais, un corridor là, formel de communication. Qui n'a pas une coupe de vin? Levez la main si vous n'avez pas de coupe de vin. Le vin ouvert à notre amitié, à notre solidarité et à notre grande combativité. Aujourd'hui, 14 décembre 2021, notre ami Henri a acheté cet immeuble. Quelques semaines après, vous recevez l'avis d'éviction. Et à ce moment-là, on aurait pu penser que tout était perdu, là, qu'il n'y aurait plus de résidence Mont-Carmel. Mais nous voilà 1 an plus tard, on est encore là, vous êtes encore en train de résister. C'est inspirant là, de voir qu'on est encore là, puis j'ai pas l'impression que vous avez l'intention de baisser les bras. J'espère que ça va marcher. Ça va, oui, ça va marcher. Parce que j'ai peur. Ça va marcher. On va gagner. On va gagner. Ah oui. On va les remettre des tapis pour les gens. Oui, puis dans la grande salle, on va la retrouver. Je suis bien content. 2 mois et demi après ma dernière tentative de le joindre, je suis toujours sans nouvelles du propriétaire. Alors que je suis en train d'apporter les touches finales à ce documentaire, coup de théâtre, Henri Zavriev sort de son mutisme. Il est prêt à me parler.
You purchased the Résidence Mont-Carmel in December 2021 for $40 million. What was interesting to you about this building when you decided to purchase it? Building downtown in a great location. Whenever I purchase a building, it's usually to do extensive renovations in a property. It's a property that hadn't been renovated in decades. It's not an ideal situation. Obviously, we started renovating the building. But to say that we were doing, for example, like they say, intrusive renovations, harassing them, etc., is completely insane. Why have you chosen to cater specifically to new immigrants and asylum seekers from Latin America? Because when Latin Americans come to Canada as refugees, unfortunately, it's extremely difficult for them to find apartments. I have built a business around renting specifically to the most vulnerable. And because as much as I am in a private for-profit business, I also have social responsibilities to society. So how do you reconcile those things? You're claiming to have a positive social impact, but at the same time, you're hurting another vulnerable population. When there are changes in any situation, there are positive impacts and negative impacts, and hopefully the positive impacts outweigh the negative ones. If I was there to renovate and profiteer off the backs of seniors, I would have asked all of them to leave. You say you made it clear to them that you wanted to keep them as tenants. You also said to them that you were going to eliminate the services of the RPA. A number of them feel that it's impossible for them to stay here without those services. So the end result is the same. I'm the first to say that in converting a senior residence to an apartment building, not everyone can stay because of the service they need. I would say that it was a very small minority of people that actually needed to leave, and the intention is there. The intention is there to make them feel at home, to make them feel safe. Nobody here wakes up every day, how can we make the lives of these people miserable? Nobody. We want to make them happy. And yet, every month, more senior tenants choose to leave because they no longer feel safe and at home here. So the population of senior tenants is steadily dwindling. How do you explain that? So my response to that would be that is directly a result of the 7-person committee and the media ruckus that they create, because all of that creates stress, frustration to make this building a battleground. If you look at the situation between today and a year ago, objectively, based on the facts, the building is a better place to live today. However, when the committee, no matter what we do, is constantly dissatisfied, the more they do that, they do it at the detriment of other residents. How do you see this evolving? What's your end game here? What future? I don't have an end game. I want a solution. The solution that we come to, and the sooner the better for everyone. Will I be able to stay in this situation personally for the next 10, 20 years? Yes, it doesn't make a difference. But financially? Financially, emotionally, it's not about me, it's about the residents. You're not backing out? I don't know why I would do that unless the government comes in and says we're going to buy the building, and I don't know why I would do that. I'm here to come to a solution. Je ne sais pas ce qu'addeviendra la résidence, je m'en fous dans un sens. Ce que je souhaite, c'est que ce propriétaire soit démasqué, poursuivi, sanctionné et qu'il arrête de faire ça à travers le Québec, que le gouvernement prenne ses responsabilités, mais qu'il y ait des balises pour faire en sorte que les gens ne soient pas évincés de façon sauvage. On en parle à chaque jour, là. La situation est difficile en matière de logement. Je m'engage à agir pour aider les personnes vulnérables, je l'ai dit. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces gens-là? On a à l'œil les investisseurs là, qui sont peut-être trop entreprenants dans leur approche au détriment là, du respect pur et simple des locataires. Alors, il pourra y avoir des modifications législatives là, pour mieux encadrer ou sévir pour des cas qui n'ont juste pas de bon sens. Là. Les gens vulnérables qui sont maltraités ou qui sont juste délogés là, sans scrupules, ça, pour moi, c'est inacceptable dans une société comme la nôtre. Là. Donc, je vais y voir. Le cas du Mont-Carmel en particulier, ces personnes-là se sentent abandonnées par votre gouvernement. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire qui est de nature
à leur faire sentir qu'elles sont entendues. Ça me touche, ces situations-là, puis j'ai l'intention de regarder la législation pour voir comment intervenir. C'est un dossier particulier. Malheureusement, je ne peux pas commenter parce qu'il est judiciarisé, mais évidemment qu'on ne souhaite pas en voir d'autres se répéter, là. Quelle issue vous envisagez quand vous pensez à l'avenir de votre situation ici? Je sais pas. Ça va prendre combien de temps? Je sais pas. On va peut-être, le comité, être tous et toutes mortes. Parce que ça prend bien du temps. Il faut prendre les choses à cœur. Par contre, il faut savoir ménager nos forces. Il faut savoir agir aux bons endroits. Dans le comité, il y en a qui prennent tellement ça à cœur qu'ils sont 7 jours par semaine, 24 heures par jour là-dessus. C'est clair que c'est un travail à plein temps. On ne pensait pas de revenir à un travail à plein temps. Qu'est-ce que ça prendrait pour vous faire lâcher, vous? On peut pas lâcher d'une affaire comme ça. Non. Pas possible, tu peux pas. Il est Ben, jeune, il est puissant, il est riche. il est baveux, il est arrogant. Mais vous n'avez pas droit au repos après tout ce que vous avez fait? J'ai quand même des espaces de paix, mais j'aurai pas la paix tant que ça sera pas réglé, je veux dire. Je peux pas, je suis pas capable. Je veux dire, je sais pas, je suis mal faite peut-être, je sais pas. Moi, je vivrais ça comme une lâcheté. Je vivrais ça comme abandonner non seulement une cause, mais abandonner des gens. Partir, c'est normaliser une injustice. Puis c'est pas du dévouement, c'est d'être honnête, et me respecter. Ce qui me surprend, c'est de voir la combativité des gens. Même si les gens ont une santé fragile, ils ont une force intérieure extraordinaire. Mais c'est essoufflant. Il n'y a pas de cachette. C'est une lutte de longue haleine. Elle est rude, mais elle est porteuse de solidarité. On est ouvert et ouverte à toutes les stratégies qu'on aura besoin d'inventer et que, ben c'est ça. La vie va continuer. La vie va continuer. Les résidents ne sont pas au bout de leur peine. La bagarre devant les tribunaux pourrait s'étirer jusqu'en 2025. Mais entre-temps, ils ont réussi à faire plier Henri Zavriev sur certains points. En février 2023, sur ordre de la Cour, il a été forcé de leur redonner accès à l'une de leurs salles communes. Les aînés peuvent enfin se réunir à nouveau dans le Salon de l'Amitié. Pour meubler la pièce qu'il avait dégarnie, le propriétaire a rapatrié des tables, des chaises, des jeux, d'une RPA de Québec qu'il vient juste de fermer.